Amara Okonkwo était la fille d'un milliardaire, le chef Chukwudi Okonkwo, propriétaire d'Okonkwo Holdings, l'une des entreprises les plus puissantes du Nigeria. Mais si vous la voyez à ce moment-là, marchant dans les rues de Lagos avec ses vêtements simples et son sac en tissu traditionnel, vous ne vous seriez jamais douté que le sang de l'un des hommes les plus riches d'Afrique coulait dans ses veines. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Car que se passe-t-il quand votre famille de milliardaires vous rejette pendant 8 ans? Que se passe-t-il quand ils vous traitent comme si vous étiez invisible, comme si votre propre sang était une tâche qu'il fallait effacer? L'invitation au mariage est arrivée 3 semaines plus tôt. Lourde, avec des lettres dorées en relief, exhalant un parfum coûteux. Sa cousine, Chiamaka, épousait un homme d'affaires de Lagos. Amara a tenu l'enveloppe pendant un long moment, ses doigts traçant les lettres de son propre nom écrit à la main. Amara Okonkwo. Elle savait pourquoi l'invitation était arrivée. Ce n'était pas un geste de réconciliation. C'était le protocole. Ce serait scandaleux si la fille du chef Okonkwo n'était pas invitée à un mariage de la famille. Mais inviter ne signifiait pas vouloir. Inviter ne signifiait pas accepter. C'était juste. Les apparences. Toujours les apparences. Amara aurait pu refuser. Elle aurait pu jeter l'invitation et continuer sa vie tranquille, loin des regards qui jugent et des murmures venimeux. Mais quelque chose en elle, une petite partie têtue qui aspirait encore à trouver sa place, l'a poussée à accepter. Peut-être que cette fois serait différente. Peut-être. Elle a passé 3 jours à choisir le cadeau parfait. Pas n'importe quel cadeau. Quelque chose qui témoignerait du respect, de la tradition, de la valeur. Elle a choisi une parure de bijoux en corail authentique, du genre porté par les reines Igbo lors des cérémonies ancestrales. Hors de prix, rare. Emballée dans une boîte en velours qui semblait trop petite pour le poids de ce qu'elle représentait. Le jour du mariage, Amara s'est habillée avec soin. Rien de voyant. Une robe bleu marine simple, traditionnelle, avec des broderies discrètes. Ses cheveux naturels étaient tressés dans un style élégant mais modeste. Elle s'est regardée dans le miroir de sa petite boutique de tissus et a pris une grande inspiration. La dignité. C'était ce qu'elle avait. Pas leur amour, pas leur acceptation, mais sa dignité. Personne ne pouvait lui enlever ça. Le manoir de la famille Okonkwo à Ikoyi était transformé. Des tentes blanches géantes couvraient les jardins méticuleusement entretenus. Des fleurs importées dans des arrangements qui coûtaient plus cher que ce que de nombreux Nigérians gagnaient en un an. Des voitures de luxe remplissaient l'allée circulaire, un défilé de richesses et de statues. Amara est arrivée en taxi et a immédiatement senti les regards sur elle. Jugeant, mesurant, la trouvant insuffisante. Elle a déposé le cadeau à la table désignée. La femme qui recevait les cadeaux a regardé la boîte, puis Amara, et quelque chose ressemblant à de la surprise a traversé son visage. Mais Amara n'est pas restée pour voir. Elle est entrée dans le jardin où la cérémonie allait avoir lieu. Et c'est là que c'est arrivé. L'une des tantes, Tante Ngozi, l'a vue et son visage s'est fermé comme une porte qui claque. Elle a appelé l'un des organisateurs, un jeune homme vêtu de blanc, et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Le jeune homme a regardé Amara, a hésité, puis s'est approché. « Excusez-moi, madame, » dit-il, poli mais ferme. « Il y a une erreur concernant votre place. Veuillez me suivre. » Amara a suivi, son cœur commençant à battre plus vite. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Mais une partie d'elle avait espéré, avait prié. Il l'a emmenée loin des rangées de chaises élégantes recouvertes de tissus blancs et de nœuds dorés, loin des tables décorées où la famille et les invités importants allaient s'asseoir. Il l'a conduite dans un coin du jardin où une petite table était dressée, près de la cuisine, là où le personnel mangerait plus tard. « Ici », dit-il en indiquant une chaise en plastique. Amara a regardé la chaise. Elle a regardé les tables principales au loin, où elle pouvait voir ses cousins et ses oncles commencer à s'asseoir, riant, discutant, étant à leur place. Puis elle a regardé les femmes en uniforme qui commençaient à se rassembler près d'elle, le personnel engagé pour servir, portant des plateaux et nettoyant les tables. « Je comprends », dit-elle doucement, et elle s'assit. La femme à côté d'elle, une dame plus âgée aux mains calleuses, la regarda avec curiosité. « Vous êtes de la famille ?» demanda la femme confuse. « Votre robe, vous n'avez pas l'air. »« Oui », répondit Amara. « La fille du chef Okonkwo. » La femme resta silencieuse, assimilant l'information. Puis, gentiment, « Je suis désolé. » Quelques mots. D'une étrangère.
Plus de gentillesse qu'Amara n'en avait reçu de sa propre famille en 8 ans. La cérémonie a commencé. Amara a regardé de loin. Elle a vu sa cousine remonter l'allée, magnifique dans sa robe de mariée blanche et or. Elle a vu son père, le chef Chukwudi Okonkwo, assis au premier rang, imposant dans son agbada traditionnel, le visage figé dans un masque de dignité et de pouvoir. Il n'a pas regardé dans sa direction. Pas une seule fois. Et c'est à ce moment-là, assise parmi des inconnus alors que sa famille faisait la fête sans elle, que le souvenir lui est revenu. Net. Douloureux. 8 ans plus tôt. Les funérailles de sa mère. Amara avait 26 ans à l'époque. Sa mère, Adaez, était morte après une bataille courte et brutale contre le cancer. Et dans les derniers instants de sa vie, alors que la famille Okonkwo restait à l'extérieur de la chambre d'hôpital à discuter des arrangements funéraires, Adaez avait tenu la main d'Amara et chuchoté des mots qui allaient tout changer. « Tu dois connaître la vérité », avait dit sa mère d'une voix faible mais urgente. Sur qui j'étais, sur pourquoi ils ne m'ont jamais accepté. Adaez avait été vendeuse au marché lorsqu'elle rencontra le chef Chukwudi. Elle vendait des tissus traditionnels dans un marché animé de Lagos, ses mains habiles à la négociation, sa voix claire et forte. Elle était belle, intelligente et possédait un esprit qui ne se courbait devant personne. C'était la fierté incarnée, une femme du peuple défiant les conventions. Le chef Chukwudi tomba amoureux dès l'instant où il la vit. Mais sa famille fut horrifiée. Une femme du peuple? Pour un homme de son rang? Inconcevable. Un scandale qui aurait fait froncer les sourcils des plus anciennes familles françaises. Ils tentèrent tout pour empêcher le mariage. Mais le chef Chukwudi, à cette époque, était jeune, amoureux et têtu. Il épousa Adaez malgré tout. La famille ne pardonna jamais, jamais. Et quand Adaez mourut, ils transférèrent tout ce mépris, tout ce rejet accumulé, sur sa fille, sur Amara. Aux funérailles, Amara entendit les chuchotements. Elle a le sang d'une vendeuse de marché. Vous pouvez sortir la femme du marché, mais vous ne pouvez pas sortir le marché de la femme. Dieu merci, elle est partie, peut-être que le chef pourra enfin épouser quelqu'un de convenable. Il n'essayait même pas de se cacher. La grand-mère d'Amara, la mère de sa mère, était venue aux funérailles. Une femme petite et digne, vêtue du tissu traditionnel qui avait appartenu à sa propre grand-mère. Elle trouva Amara pleurant seule après la cérémonie. Un arbre qui refuse de plier dans la tempête se brisera, dit la grand-mère en touchant doucement le visage d'Amara. C'est la leçon que les forêts de France ont dû apprendre depuis des siècles. Mais un arbre qui plie, il survit. Et quand la tempête passe, il est toujours debout, plus fort qu'avant. Amara ne comprit pas sur le moment. Mais maintenant, 8 ans plus tard, assise sur une chaise en plastique, alors que sa famille la traitait comme si elle était invisible, elle commençait à comprendre. Plier ne signifiait pas rompre, cela signifiait choisir ses batailles. Cela signifiait protéger son essence tout en laissant la surface paraître flexible. La réception commença. La nourriture fut servie. Les femmes autour d'Amara mangeaient rapidement, profitant de l'occasion pour goûter à des plats qu'elles ne pourraient jamais s'offrir. Amara toucha à peine à son assiette. Son estomac était trop noué. Et puis, elle la vit. Sa belle-mère, la seconde épouse de son père, Lady Okonkwo, marchant dans sa direction. Amara sentit tout son corps se tendre. Lady Okonkwo s'arrêta à quelques mètres. Elle ne s'approcha pas plus. Elle ne s'assit pas. Elle resta juste là, regardant Amara avec une expression mêlant dégoût et satisfaction. « Tu es venu ?» dit Lady Okonkwo. Ce n'était pas une salutation, c'était une accusation. « J'ai été invitée », répondit Amara calmement. « Une invitation n'est pas une obligation de présence. » Lady Okonkwo regarda autour d'elle, s'assurant que les autres femmes écoutaient. « Tu fais honte à cette famille rien qu'en existant. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Amara ne répondit pas. Elle avait appris il y a longtemps que le silence était plus digne que la défense. « Ton cadeau, » poursuivit Lady Okonkwo, « a été remarqué. Du corail authentique, très généreux pour quelqu'un qui gère une petite boutique de tissus. On dirait presque que tu essaies d'acheter ton retour dans cette famille. Mais l'argent ne nettoie pas le sang sale, ma chérie. » Puis elle se retourna et retourna à la fête, laissant Amara assise là, tremblant légèrement, ses mains serrées sur ses genoux. La femme à côté d'Amara, la même qui avait présenté ses condoléances plus tôt, toucha doucement son bras. « Tu ne mérites pas ça, » chuchota-t-elle. Et Amara, les larmes brûlant ses yeux mais refusant de couler, chuchota en retour. « Je sais. » Elle resta jusqu'à la fin.
parce que partir tôt leur aurait donné satisfaction. Elle resta, la tête haute, sa dignité intacte, alors que chaque minute semblait durer une éternité. Quand ce fut enfin terminé, quand les invités commencèrent à partir et que les lumières commencèrent à baisser, Amara se leva. Elle dit au revoir aux femmes qui avaient partagé sa table, des inconnus qui avaient montré plus d'humanité que sa propre famille. Et puis elle sortit, franchissant les grands portails du manoir Okonkwo, sentant chaque pas comme une libération. Elle prit un autre taxi pour retourner à sa boutique. Il était tard, la ville était calme. Quand elle déverrouilla la porte et entra, l'odeur familière des tissus et de l'encens l'enveloppa comme une étreinte. C'était sa maison. Pas le manoir. Pas la richesse. Ce petit espace modeste où elle vendait des tissus traditionnels, où elle préservait la culture, où elle était respectée pour son savoir et son habileté. Mais il y avait quelque chose que personne ne savait. Amara marcha vers l'arrière de la boutique, vers un petit bureau caché derrière des rideaux de tissu. Elle déplaça une lourde étagère en bois, révélant un mur avec un panneau encastré. Ses doigts tapèrent une séquence de chiffres. Un clic. Le mur s'ouvrit. Derrière, un coffre-fort. Pas un petit, de la taille d'une armoire. Amara ouvrit le coffre. À l'intérieur, des piles de documents méticuleusement organisés, des relevés bancaires, des certificats d'action, des titres de propriété, des contrats internationaux. Elle prit l'un des relevés et regarda les chiffres. 23 millions de dollars. Et ce n'était que l'un des comptes. Amara Okonkwo n'était pas seulement une marchande de tissus. Elle était propriétaire d'un réseau international d'import-export de tissus africains authentiques. Elle avait des contrats avec des musées européens, des créateurs de mode de haut niveau à New York et Paris, des collectionneurs privés à Dubaï et Tokyo. Elle avait des investissements qui généraient suffisamment de revenus passifs pour vivre confortablement le reste de sa vie sans jamais travailler un autre jour. Elle avait plus d'argent que la plupart des membres de la famille Okonkwo ne verraient jamais. Et ils n'en avaient aucune idée. Amara remit le relevé, ferma le coffre, repositionna l'étagère. Elle retourna à l'avant de la boutique et s'assit sur une chaise près de la fenêtre, regardant la rue vide. La question la brûlait de l'intérieur. La même question qui la tourmentait depuis 8 ans. Pourquoi cachait-elle cela? Pourquoi les laissait-elle la traiter ainsi, alors qu'elle pouvait si facilement prouver sa valeur, sa richesse, sa réussite? Parce que sa grand-mère avait dit autre chose, ce jour-là, aux funérailles. Quelque chose qu'Amara n'avait jamais oublié. La richesse qu'il faut étaler pour être respecté n'est pas une vraie richesse. C'est de l'insécurité déguisée en or. La vraie richesse est silencieuse. C'est la dignité que l'on porte quand personne ne regarde. C'est qui l'on choisit d'être quand on n'a rien à prouver à personne. Mais ce soir, assise seule dans sa boutique, Amara se demandait si sa grand-mère avait raison. Car la dignité silencieuse n'empêchait pas la douleur. Elle n'empêchait pas l'humiliation. Elle n'empêchait pas ce désir douloureux d'être vue, d'être reconnue, d'être aimée par sa propre famille. Elle regarda le tissu de sa grand-mère, accroché au mur avec révérence. Ce même tissu traditionnel que sa grand-mère avait porté aux funérailles. Amara l'avait gardé toutes ces années, un souvenir de ses origines, de qui elle était vraiment. Un arbre qui refuse de plier dans la tempête finira par casser, murmura-t-elle au tissu. Mais combien de temps dois-je encore plier, grand-mère? Quand la tempête s'arrêtera-t-elle? Le tissu ne répondit pas. Mais quelque chose en Amara commença à changer. Elle ne le savait pas encore, mais une décision prenait forme. Lentement, douloureusement. Une décision qui allait tout changer. Car il y avait une chose que ni sa famille milliardaire, ni sa cruelle belle-mère, ni ses cousins arrogants ne savaient. Le chef Chukwudi Okonkwo n'avait pas dit un mot pendant ce mariage. Il n'avait pas défendu Amara. Il n'avait pas reconnu son existence. Mais depuis une fenêtre du 2e étage du manoir, invisible de tous en bas, il avait observé. Il avait vu où sa fille avait été placée. Il avait vu la conversation avec Lady Okonkwo. Il avait vu chaque instant d'humiliation. Et quand Amara franchit les portes, la tête toujours haute malgré tout, le chef Chukwudi ferma les yeux et une larme unique coula sur son visage. « Pas encore, ma fille, » se murmura-t-il à lui-même, « mais bientôt. Quand tu prouveras que tu es assez forte pour t'éloigner de tout ça, alors tu sauras la vérité. » Mais Amara n'en savait rien. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait 23 millions de dollars cachés dans un coffre, une famille qui la méprisait, et un cœur qui,
obstinément et douloureusement, désirait encore appartenir à quelqu'un. La question était, qu'allait-elle faire de tout cela? Dans les 3 jours suivant le mariage, Amara ne répondit à aucun appel de la famille. Ni de tante Adane, ni des cousins. Personne. Elle passa ses jours à faire ce qu'elle faisait toujours quand le monde devenait trop lourd à porter. Elle travaillait. Sa petite boutique de textile, cachée dans une rue latérale de Surulaire, ne payait pas de mine aux yeux des passants. Des murs en béton délavé. Une simple enseigne aux lettres noires. Tissu Okonkwo, import-export. Rien qui n'attirait l'attention. Rien qui ne criait la richesse. Mais c'était à elle. Chaque mètre carré, chaque rouleau de tissu, chaque affaire. À l'intérieur, les murs étaient couverts d'échantillons de tissus du monde entier. Soie d'Inde, coton égyptien, Ankara du Ghana, Kent vibrant au ton or et carmin. L'odeur du tissu neuf mêlée au doux parfum de lavande qu'Amara faisait brûler dans un petit encensoir près de l'entrée. Et ce mardi matin, 3 jours après le mariage de Chinyere, Amara était assise à son petit bureau en bois au fond du magasin, faisant quelque chose que personne dans la famille Okonkwo n'aurait jamais imaginé. Elle concluait un contrat d'importation de 2 millions de dollars. « Oui, Madame Dubois », dit doucement Amara dans un français parfait, sans accent, avec l'intonation précise des quartiers huppés. « Les tissus arriveront à Paris d'ici le 15 via Charles de Gaulle. Je garantis personnellement la qualité. Vous connaissez mon travail. » La voix à l'autre bout du fil était chaleureuse, confiante. « Amara, ma chérie, je te fais toujours confiance. Tes tissus sont les meilleurs que j'ai jamais vus. Même les couturiers du Marais les demandent. Mes clients à Paris sont obsédés. Quand viendras-tu nous voir? Nous dînerons au Meurice. » Amara sourit légèrement. « Peut-être le mois prochain. J'ai quelques affaires familiales à régler ici d'abord. » Affaires. Quel petit mot pour quelque chose d'aussi grand. Après avoir raccroché, Amara ouvrit son ordinateur portable. L'écran illumina son visage d'une lueur douce. Elle tapa un long mot de passe, puis un autre, et enfin un 3e. Et là, sur l'écran, s'affichait la vérité que personne ne connaissait. Compte bancaire. Suisse, 8, 4 millions de dollars. Compte bancaire, Dubaï, 6, 2 millions de dollars. Compte bancaire, Londres, 4, 8 millions de dollars. Investissement boursier et immobilier, 3, 9 millions de dollars. Total, 23, 3 millions de dollars. 23 millions de dollars. Accumulés au fil de 8 années de travail silencieux, intelligent et implacable. Chaque dollar gagné de ses propres mains. Chaque contrat conclu avec sa propre voix. Chaque décision prise avec son propre esprit. Et personne ne le savait. Ni Lady Okonkwo avec ses bijoux coûteux et son sourire cruel. Ni Adaez avec sa robe de créateur et ses paroles venimeuses. Ni Chinyere, qui venait d'épouser un homme dont le salaire annuel n'approchait probablement même pas un seul contrat d'Amara. Personne. Amara referma lentement l'ordinateur et s'adossa à sa chaise. Elle regarda le tissu de sa grand-mère, accroché au mur à côté de son bureau. Ce tissu traditionnel au ton bleu profond et blanc, brodé à la main, porté par sa grand-mère le jour de son mariage. Ce même tissu que sa grand-mère tenait entre ses mains lorsqu'elle est morte. Le lézard qui a sauté du grand Iroko s'est félicité lui-même, murmura Amara, répétant le proverbe que sa grand-mère disait toujours. Parce que personne d'autre ne le ferait. C'était un concept qu'aucun des salons parisiens, aucune des intrigues aristocratiques du vieux continent ne comprendrait. Ici, en Afrique, la sagesse était différente. Sa grand-mère avait raison. Personne n'allait faire l'éloge d'Amara. Elle avait donc appris à se féliciter elle-même, à se valider, à construire une vie qui n'avait besoin de l'approbation de personne. Mais ça faisait toujours mal. Mon Dieu, comme ça faisait mal. Elle s'apprêtait à se lever quand son téléphone sonna. Un numéro qu'elle ne connaissait que trop bien. Lady Okonkwo. Amara fixa l'écran un long moment. Sa main hésita au-dessus du téléphone. Chaque fibre de son être lui criait d'ignorer l'appel, comme elle l'avait fait ces 3 derniers jours. Mais quelque chose la poussa à répondre. Peut-être la curiosité. Peut-être cette part obstinée d'elle-même qui, contre toute logique, espérait encore que quelqu'un de cette famille appellerait pour s'excuser. « Allô » dit Amara, d'une voix calme. « Enfin !» La voix de Lady Okonkwo était tranchante, impatiente. « Amara, où étais-tu passé? J'ai appelé 3 fois hier. » Amara ne répondit pas. Elle attendit, simplement. « Écoute » poursuivit Lady Okonkwo. Et Amara pouvait entendre ce ton,
ce ton qu'elle prenait quand elle voulait quelque chose. « Je dois te parler de quelque chose d'important. C'est au sujet du 60e anniversaire de ton père. » Amara sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Quoi à ce sujet ?»« Eh bien, tu sais, c'est une étape importante, 60 ans. Et nous prévoyons une grande célébration, très grande. Nous allons inviter tout le gratin de Lagos, des hommes d'affaires, des politiciens, tout le monde. » « Et ?» demanda Amara, sa voix toujours aussi plate. Il y eut un silence. Puis, Lady Okonkwo parla, et Amara faillit rire de tant d'audace. Faillit. « Et nous avons besoin de ton aide financière pour rendre cela possible. » Silence. Amara pouvait entendre sa propre respiration. Elle pouvait sentir son cœur battre lentement, fermement, dans sa poitrine. « Tu veux de l'argent ?» dit Amara. Ce n'était pas une question. « Ce n'est pas seulement de l'argent, Amara. Il s'agit de prouver ta loyauté envers la famille. Ton père nous a tant donné à tous. C'est ta chance de lui rendre l'appareil, de montrer que tu fais partie de cette famille, que tu t'en soucies. Prouver sa loyauté. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Amara comme une cloche fêlée. Prouver sa loyauté à une famille qui l'avait fait asseoir avec les domestiques. Prouver sa loyauté à une belle-mère qui avait traité sa mère de choses honteuses. Prouver sa loyauté à des cousins qui lui avaient tourné le dos à son arrivée. Prouver sa loyauté à un père qui n'avait pas dit un mot. Pas un seul. « Combien ?» demanda Amara, d'une voix effrayante de calme. « Eh bien, » hésita Lady Okonkwo, comme si elle pesait combien elle pouvait demander. « Nous estimons que cela coûtera environ 15 millions de naira, peut-être 20. C'est une grande fête, tu comprends. Comme les galas que donnent les familles des Alpes françaises, mais avec plus de prestige africain. Mais si tout le monde contribue. »« 20 millions de naira, » répéta Amara. Environ 35 000 €. Une fraction de l'argent qu'elle avait sur ses comptes. Une fraction du contrat qu'elle venait de conclure ce matin-là avec ses partenaires parisiens. « Oui, » dit Lady Okonkwo. Et il y avait quelque chose dans sa voix maintenant. Quelque chose comme de l'espoir. Comme si elle croyait vraiment qu'Amara allait accepter. « Et, bien sûr, nous reconnaîtrons ta contribution lors de la fête. Ton nom sera mentionné. Mon nom sera mentionné. Pas « tu seras la bienvenue ». Pas « tu seras mise à l'honneur ». Pas « nous sommes désolés de la façon dont nous t'avons traité ». Juste « ton nom sera mentionné ». Comme si c'était une récompense. Comme si c'était quelque chose dont elle devrait être reconnaissante. Amara ferma les yeux. Elle voyait tout si clairement maintenant. Le schéma. La dynamique. La vérité qu'elle avait été trop aveugle, ou trop pleine d'espoir, pour voir. Il ne voulait pas d'elle. Il voulait son argent, pas sa présence. Juste ses ressources. Pas son amour. Juste son utilité. « Je vais y réfléchir, » dit doucement Amara. « Amara, j'ai dit que je vais y réfléchir. Je dois y aller maintenant, j'ai des clients qui attendent. » Elle raccrocha avant que Lady Okonkwo ne puisse répondre. Pendant un long moment, Amara resta assise là, fixant le téléphone dans sa main. Puis elle se leva, marcha jusqu'au mur où le tissu de sa grand-mère était accroché, et le toucha doucement du bout des doigts. « Grand-mère » murmura-t-elle, sa voix se brisant pour la première fois depuis des jours. « Que dois-je faire? Que ferais-tu » Mais bien sûr, le tissu ne répondit pas. Les morts ne répondent jamais, peu importe à quel point nous en avons besoin. Sauf que... peut-être qu'ils répondent. D'autres manières. Car à cet instant, Amara se souvint de quelque chose que sa grand-mère lui avait dit, il y a longtemps. Pas aux funérailles de la mère d'Amara, pas lors d'une occasion importante. Mais un jour ordinaire, quand Amara n'était qu'une enfant de 9 ans, assise au pied de sa grand-mère pendant qu'elle lui tressait les cheveux. « Amara, mon enfant », avait dit sa grand-mère, ses doigts habiles s'activant dans les cheveux d'Amara. « Un jour tu grandiras et tu apprendras une dure vérité. Certaines personnes t'aimeront pour ce que tu es. D'autres t'utiliseront pour ce que tu as. Et la personne la plus sage est celle qui sait faire la différence. Savoir faire la différence. » Amara avait toujours su faire la différence. Elle ne voulait simplement pas l'accepter. Parce qu'accepter signifierait renoncer. Cela signifierait admettre que la famille qu'elle désirait tant ne voudrait jamais d'elle en retour. Pas de la façon qui comptait, mais maintenant. Maintenant, elle commençait à voir que renoncer n'était peut-être pas une faiblesse. Peut-être était-ce une force. Peut-être que s'éloigner de ceux qui ne voyaient sa valeur qu'en naira et en dollars n'était pas un abandon de famille. Peut-être était-ce s'honorer soi-même. Amara retourna à son bureau et ouvrit un vieux carnet. À l'intérieur, elle avait tenu des registres. Pas seulement des affaires, mais de tout.
chaque fois que la famille l'avait appelé uniquement par besoin. Chaque fois qu'il l'avait ignorée quand elle avait besoin de soutien. Chaque fois qu'il l'avait traitée comme invisible jusqu'à ce que son portefeuille devienne nécessaire. Tout était là. Écrit de sa main soigneuse. Daté. Documenté. Car une part d'Amara, même alors qu'elle espérait être acceptée, savait qu'un jour ces preuves lui seraient nécessaires. Non pas par vengeance, mais par souci de clarté, pour se rappeler la vérité lorsque l'illusion deviendrait trop tentante. Elle tourna les pages lentement. Mars 2018. Adaez a appelé pour demander de l'argent pour un investissement urgent. Amara a envoyé 2 millions de naira. Adaez n'a jamais dit merci. Elle n'a jamais rappelé. Juillet 2019. La famille a demandé à Amara de contribuer au mariage du cousin Emeka. Elle a envoyé 5 millions de naira. Son nom n'a pas été mentionné dans les remerciements. Elle n'a pas été invitée à s'asseoir avec la famille. Décembre 2020. Tante Adane a appelé, disant qu'elle avait besoin d'aide pour les frais de scolarité de ses enfants. Amara a payé. 3 mois plus tard, Tante Adane a raconté à quelqu'un à l'église qu'Amara n'avait jamais rien fait pour aider la famille. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Page après page de générosité à sens unique, d'espoir non partagé, d'amour non retourné. Amara referma le carnet. Elle n'était pas en colère. La colère était brûlante, sauvage, incontrôlable. Ce qu'elle ressentait était autre chose. Quelque chose de plus froid, de plus clair, de plus définitif, de la résolution. Elle reprit son téléphone et ouvrit ses messages. Elle avait un message non lu de Madame Chen, sa partenaire commerciale à Shanghai. Une femme qu'Amara n'avait jamais rencontrée en personne, mais qui la traitait avec plus de respect et de considération que quiconque dans la famille Okonkwo. Amara, les tissus sont arrivés en parfait état. Mes clients sont ravis. Tu es une artiste. Quand tu viendras à Shanghai, nous dînerons ensemble. C'est promis. Affectueusement, Chen. Affectueusement. 2 mots simples que la famille d'Amara n'avait jamais utilisés avec elle. Pas une seule fois en 8 ans. Amara tapa une réponse. Merci Chen. Je viendrai bientôt. J'ai hâte de te rencontrer en personne. Elle envoya le message puis posa le téléphone. L'après-midi passa. Quelques clients allèrent et vinrent. Une femme achetant du tissu pour la robe de bal de sa fille. Un homme cherchant un cadeau pour sa femme. Des conversations simples. Des transactions honnêtes. Des gens qui voyaient Tamara, qui écoutaient Tamara, qui respectaient Tamara. Pas à cause de son nom, pas à cause de son père, mais pour elle-même, pour le travail qu'elle accomplissait, pour l'intégrité qu'elle portait. Ce que les Français appelaient le savoir-vivre. Un respect mutuel fondé sur le mérite, non sur le statut. Quand le soleil commença à se coucher et qu'Amara verrouilla enfin la porte de la boutique, elle resta seule dans le silence. La lumière dorée du crépuscule filtrait à travers la petite fenêtre, baignant les tissus de tons chauds d'ambre et de miel. Elle s'approcha à nouveau du tissu de sa grand-mère. Cette fois, elle le décrocha du mur et le tint dans ses mains. Le tissu était doux, usé par le temps, mais encore solide. Encore beau. Tout comme elle, pensa Amara. Usée, mais encore forte. Grand-mère, murmura-t-elle en pressant le tissu contre son visage. J'ai toujours essayé de faire ce que tu m'as dit. D'être forte, d'être digne, d'être patiente. Elle marqua une pause, sentant les larmes commencer à lui brûler les yeux. Mais quand la patience devient-elle de la faiblesse? Quand être fort signifie-t-il savoir partir? La pièce était silencieuse. Juste le bruit lointain des voitures passant dans la rue, dehors. Le doux murmure de la gosse à la tombée de la nuit. Et puis Amara se souvint d'autre chose. Quelque chose que sa grand-mère lui avait chuchoté à la toute fin. Les dernières paroles que sa grand-mère avait prononcées avant de mourir, 3 semaines avant la mère d'Amara. Amara n'avait que 26 ans. Jeune, effrayée, tenant la main ridée de sa grand-mère alors que la femme qui l'avait élevée luttait pour respirer. Amara, avait chuchoté sa grand-mère, si bas qu'Amara dut se pencher tout près pour entendre. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quand le moment sera venu, quand tu seras assez forte. Quoi, grand-mère, que dois-je savoir? Mais les yeux de sa grand-mère se fermèrent déjà. Et les mots qui suivirent furent fragmentés, inachevés. La vérité. Sur ton père. Sur pourquoi il... Attends. Et puis elle s'en est allée. Amara n'a jamais su ce que sa grand-mère voulait dire.
Ce qu'elle attendait. Quelle vérité elle gardait. Mais peut-être était-il temps de le découvrir. Peut-être était-elle assez forte maintenant. Amara plia soigneusement le tissu de sa grand-mère et le remit au mur. Puis elle prit son téléphone. Elle ne rappela pas Lady Okonkwo. Elle n'envoya pas l'argent pour la fête d'anniversaire. Elle ne fit rien de tout cela. Au lieu de cela, elle fit quelque chose de différent. Une chose qu'elle évitait de faire depuis 8 ans. Elle composa un numéro enregistré dans son téléphone, mais qu'elle n'avait jamais appelé. Un numéro que sa grand-mère lui avait donné des années auparavant, en faisant promettre à Amara de n'appeler que lorsqu'elle serait vraiment prête à connaître la vérité. La voix qui répondit était celle d'une femme, claire et directe. « Allô ? C'est Amara Okonkwo, dit-elle, sentant son cœur bondir dans sa poitrine. Madame Ekwueme, tu es celle que grand-mère m'a dit d'appeler. Il y eut un silence. Puis, doucement, Amara, mon Dieu, enfin. Ta grand-mère m'a toujours dit que tu appellerais un jour. Qu'attends-tu pour venir me voir? Je viens de réaliser que j'étais prête, répondit Amara. Non, dit Madame Ekwueme, et il y avait de la tendresse dans sa voix. Tu es venue à la réalisation que tu ne pouvais pas attendre plus longtemps. C'est bien mieux. Viens demain, je t'attendrai. Et quand Amara raccrocha le téléphone, quelque chose en elle était différent. Pour la première fois en 8 ans, elle ne se demandait pas si la famille l'aimerait. Elle se demandait qui elle était vraiment, et quelle vérité attendait derrière la porte que sa grand-mère lui avait permis d'ouvrir. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis une voix masculine répondit. Profonde, formelle. Cabinet d'avocat Okoro & Associés. Comment puis-je vous aider? Amara prit une profonde inspiration. Je m'appelle Amara Okonkwo. Je suis la petite fille de Mama Chioma Okonkwo. Elle m'a dit d'appeler ce numéro quand je serai prête. Il y eut un silence, puis la voix de l'homme changea. Elle devint plus douce, plus bienveillante. Mademoiselle Okonkwo, nous attendions votre appel, depuis très longtemps. Vous attendiez? Demanda Amara, confuse. Pourquoi? Pour exécuter le testament de votre grand-mère, et pour vous remettre les lettres qu'elle a laissées, les lettres sur la vérité que votre père dissimule, la vérité sur la raison de son silence toutes ces années. Le cœur d'Amara s'arrêta. Des lettres, la vérité, le silence. Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Vous comprendrez, dit l'avocat gentiment. Quand vous viendrez au bureau, quand vous lirez les mots de votre grand-mère. Mais mademoiselle Okonkwo, il y a une chose que je dois vous dire maintenant, avant que vous ne veniez. Quoi? Votre grand-mère a laissé des instructions très spécifiques, des instructions que votre père a juré de suivre. Et une partie de ces instructions était que vous ne recevriez votre véritable héritage que lorsque vous auriez prouvé que vous étiez assez forte pour vous éloigner des gens qui ne vous valorisent pas. Amara sentit le monde basculer sous ses pieds. Mon héritage? Oui, mademoiselle. Votre grand-mère était une femme très sage. Et très riche. Plus riche que ce que votre père lui-même savait. Et elle vous a tout laissé. Mais seulement si vous le méritiez. Seulement si vous prouviez votre caractère. Les mots n'avaient pas de sens. Mais ils avaient aussi tout leur sens. Les 8 années de silence de son père. La façon dont il ne la défendait jamais, mais ne la chassait jamais complètement non plus. La façon dont il observait toujours, de loin, comme s'il attendait quelque chose. Il attendait. Il attendait de voir ce qu'Amara ferait. Il attendait de voir si elle s'inclinerait pour toujours ou si elle se relèverait. Il attendait de voir si elle était digne. « Quand ?» dit Amara, la voix tremblante. « Quand puis-je venir à votre bureau ? » « Demain, à 10h du matin. Je vous attendrai, mademoiselle Okonkwo. Et apportez une chose avec vous, si vous le pouvez. » Quoi? Le tissu de votre grand-mère, le tissu bleu et blanc. Elle a dit que vous sauriez lequel. L'appel se termina. Amara resta immobile au milieu de sa boutique, tenant le téléphone, regardant le tissu sur le mur. Et pour la première fois en 8 ans, elle ressentit quelque chose qu'elle avait oublié comment ressentir. L'espoir. Pas l'espoir que la famille Okonkwo l'accepterait enfin. Pas l'espoir qu'il l'aimerait enfin. Mais l'espoir que peut-être, juste peut-être, toute cette souffrance avait un but. Que toute cette patience avait été un test.
que toute cette force avait été vue. Pas par la famille, mais par ceux qui comptaient vraiment, sa grand-mère. Et peut-être, d'une manière étrange et lointaine, son père. Amara marcha lentement vers le tissu et le toucha une fois de plus. « Pardonnez-moi, maman », murmura-t-elle, les mots venant d'un endroit profond de son âme. « Pardonnez-moi d'avoir mis si longtemps à être assez forte. » Et puis, pour la première fois depuis le mariage, Amara sourit. Un petit sourire, triste, mais réel, parce qu'elle savait maintenant ce qu'elle allait faire. Elle n'allait pas donner l'argent pour la fête d'anniversaire. Elle n'allait pas prouver sa loyauté à des gens qui ne lui avaient jamais été loyaux. Au lieu de cela, elle allait découvrir la vérité. Elle allait lire les lettres de sa grand-mère. Elle allait comprendre pourquoi son père était resté silencieux. Et puis, alors elle allait prendre la décision qu'elle aurait dû prendre 8 ans plus tôt. Elle allait se libérer, pas avec colère, pas avec vengeance, pas comme les familles du vieux continent qui se déchirent avec du ressentiment, mais avec dignité, avec le genre de force silencieuse que sa grand-mère avait toujours admirée, la force de savoir quand s'accrocher et quand lâcher prise. C'était une sagesse que les murs de Paris et les châteaux de la Loire ne pourraient jamais enseigner. Et Amara était prête, enfin, à lâcher prise. Amara ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise sur le sol de sa boutique, le tissu de sa grand-mère enroulé autour de ses épaules comme un bouclier invisible, regardant le téléphone dans sa main. L'appel de sa belle-mère résonnait encore dans son esprit. 50 millions de naira pour la fête d'anniversaire de votre père, pour prouver que vous êtes loyal. Amara ferma les yeux. Loyal. Quel drôle de mot venant de la bouche d'une femme qui ne lui avait jamais été loyale. Mais quelque chose n'avait pas de sens. Pourquoi une famille milliardaire aurait-elle besoin de son argent? Son père, le chef Chukwudi Okonkwo, était propriétaire d'Okonkwo Holdings. Il avait des usines, des propriétés, des investissements dans 3 pays. Ses frères vivaient dans des manoirs, conduisirent des voitures importées, portèrent des vêtements qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Alors pourquoi avait-il besoin de 50 millions d'elle? Amara ouvrit les yeux, et soudain, elle se souvint des mots de sa grand-mère. Pas les mots que tout le monde avait entendus aux funérailles de sa mère 8 ans plus tôt. Non, les autres mots. Les mots secrets que Mama lui avait murmurés quand elles étaient seules, quelques minutes avant de mourir. Amara avait 16 ans à l'époque. Sa mère venait de décéder, et la douleur était si grande qu'elle pouvait à peine respirer. Elle était assise à côté du lit de sa grand-mère à l'hôpital, tenant la main fragile de la femme qui avait été sa deuxième mère, son professeur, son ancre. Mama était faible, si faible. Mais ses yeux brillaient encore de cette sagesse ancienne qu'ils avaient toujours eue. Amara, avait-elle murmuré, sa voix à peine audible. Écoute attentivement. Amara s'était penchée plus près. Je t'ai laissé quelque chose, continua Mama. Quelque chose que ton père protégera jusqu'à ce que tu sois prête. Quoi, Mama? Avait demandé Amara, confuse. La grand-mère sourit faiblement. Ce n'est pas seulement de l'argent, ma fille. C'est de la sagesse. C'est de la force. C'est la vérité sur qui mérite vraiment d'hériter ce qui compte. Elle s'arrêta pour reprendre son souffle, et Amara pouvait voir à quel point il était difficile pour elle de parler. Mais tu dois attendre, murmura Mama. Attendre que les indignes révèlent qui ils sont vraiment. Je ne comprends pas, avait dit Amara, les larmes coulant sur son visage. Tu comprendras, répondit Mama, lui serrant la main avec une force surprenante. Quand le moment viendra, tu sauras exactement quoi faire. Et ton père, il saura aussi. Puis la grand-mère avait fermé les yeux, et quelques minutes plus tard, elle était partie. Amara n'avait jamais compris ces mots. Jusqu'à maintenant. Assise sur le sol de sa boutique, 8 ans plus tard, le tissu de sa grand-mère autour de ses épaules, Amara commençait enfin à comprendre. Attendre que les indignes révèlent qui ils sont vraiment. Elle jeta un nouveau coup d'œil à son téléphone. Et puis, pour la première fois en 8 ans, Amara décida d'arrêter de simplement subir. Elle décida d'enquêter. Le lendemain, Amara fit jouer ses relations dans le monde des affaires. Des relations dont personne dans la famille ne soupçonnait l'existence. Car ils pensaient qu'elle n'était qu'une pauvre marchande de tissus. Ils ignoraient qu'elle avait des clients dans 5 pays. Qu'elle entretenait des liens avec des avocats, des comptables, des gens qui savaient comment trouver des informations. Amara passa quelques coups de fil, et ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. 3 jours plus tard,
Elle était assise dans son bureau secret à l'arrière de la boutique, contemplant les documents éparpillés sur la table devant elle. Des documents qui révélaient la vérité. Son frère et sa sœur, Obiora et Chidinma, détournaient les fonds de l'entreprise de leur père depuis des années. Des années. De petites sommes au début, des transactions qui semblaient légitimes, des investissements dans des projets qui n'ont jamais existé, des paiements à des consultants qui étaient en fait des comptes bancaires fictifs. Sur une période de 5 ans, ils avaient volé plus de 200 millions de naira. 200 millions. Et maintenant, d'après les documents qu'Amara avait obtenus, ils étaient désespérés. Car un audit approchait. Un audit complet des finances d'Okonkwo Holdings, prévu juste après l'anniversaire du père. Si l'audit révélait le détournement de fonds, Obiora et Chidanma iraient en prison. Et ils perdraient tout. Amara s'adossa à sa chaise, le cœur battant la chamade. Tout prenait sens maintenant. L'appel de sa belle-mère, la demande urgente d'argent, la fête d'anniversaire. Ils n'avaient pourtant pas besoin de son argent pour la fête. Ils avaient besoin de son argent pour combler le trou qu'ils avaient à creuser dans l'entreprise avant que l'audit ne dévoile tout. Et ils la croyaient assez naïve pour le leur donner. Amara regarda à nouveau les documents. Elle avait le pouvoir désormais. Le pouvoir de les détruire. Si elle montrait ces documents à son père, Obiora et Chidinma seraient finis. Pas seulement financièrement, pénalement. Ils iraient en prison. Ils perdraient de leur manoir, leur voiture, leur statut social. Tout. Amara toucha le pagne de sa grand-mère qui reposait encore sur ses épaules. Les indignes révèlent ce qui ils sont vraiment, chuchota-t-elle. Et ils s'étaient bien révélés. Complètement. Mais maintenant, venait la question difficile. Qu'allait-elle faire de ce pouvoir? Elle pouvait garder le silence, laisser l'audit tout révéler, laisser la justice suivre son cours naturel. Ou bien, elle pouvait les confronter, montrer qu'elle savait, leur faire savoir que la femme qu'ils avaient rejetée et humiliée pendant 8 ans tenait désormais leur avenir entre ses mains. Amara prit une profonde inspiration. Elle pensa à sa mère, à la façon dont elle avait été traitée par la famille, comme une intruse, comme quelqu'un qui ne méritait pas le nom d'Okonkwo parce qu'elle avait été une vendeuse de marché. Elle pensa à sa grand-mère, à ses paroles de sagesse, à la force tranquille que Mama avait toujours admirée. La force de savoir quand tenir bon, se murmura Amara. Et quand lâcher prise. Mais avant de lâcher prise, elle avait besoin de la vérité. Toute la vérité. Elle devait regarder son père dans les yeux et voir s'il savait. S'il avait été complice du vol de ses propres enfants. Ou si, comme elle, il avait été tenu dans l'ignorance. Elle avait besoin de savoir si son silence, ces 8 dernières années, avait été de la lâcheté ou autre chose. Amara rassembla tous les documents et les glissa dans une simple chemise marron. Puis, elle prit son téléphone et composa le numéro de sa belle-mère. « Allô ?» La voix de sa belle-mère semblait surprise. « C'est Amara, » dit-elle, la voix calme. Plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des années. « À propos de la réunion pour l'organisation de l'anniversaire, je viens. » Il y eut un silence. Puis la belle-mère ria, un son qui donna la chair de poule à Amara. « Ah, c'est bien, Amara. Je savais que tu finirais par faire preuve d'un peu de loyauté familiale. La réunion est demain à 10h, au manoir. »« J'y serai, » répondit Amara, et elle raccrocha. Elle regarda la chemise marron sur la table. Pièce à conviction, preuve, pouvoir. Tout ce dont elle avait besoin pour détruire ceux qui avaient passé 8 ans à essayer de la détruire. Mais Amara ne voulait pas de vengeance. Elle voulait la vérité, et la dignité, et la liberté. Demain, elle découvrirait s'il était possible d'avoir les 3. Cette nuit-là, Amara dormit avec le pagne de sa grand-mère soigneusement plié à côté de son lit. Et pour la première fois en 8 ans, elle rêva de sa grand-mère. Dans son rêve, Mama était assise sous un grand iroko, portant le même pagne bleu et or qu'Amara possédait maintenant. « Es-tu prête, ma fille ?» demanda Mama. « Je ne sais pas, » répondit Amara dans son rêve. « Je ne sais pas si je suis assez forte. » Mama sourit. « La force, ce n'est pas de ne jamais avoir peur, Amara. La force, c'est d'avoir peur et de faire quand même ce qui est juste. »« Et qu'est-ce qui est juste ?» demanda Amara. « Tu le sais déjà, » dit Mama. « Tu l'as toujours su. Tu avais juste besoin d'attendre d'être prête à l'accepter. » Puis la grand-mère se leva et marcha vers Amara. Elle posa ses mains sur le visage d'Amara, comme elle le faisait quand Amara était enfant. « Souviens-toi, » chuchota Mama. « Un lézard qui saute d'un grand iroko se félicite lui-même, car personne d'autre ne le fera. » Amara se réveilla avec des larmes sur le visage.
mais elle souriait. Parce qu'elle comprenait enfin. Elle avait passé 8 ans à attendre que sa famille reconnaisse sa valeur, à attendre qu'il s'excuse, qu'il voie qui elle était vraiment. Mais elle n'avait pas besoin de leur reconnaissance. Elle n'en avait jamais eu besoin. Elle avait juste besoin de se reconnaître elle-même. Le lendemain matin, Amara s'habilla avec soin. Elle ne portait pas de vêtements onéreux, pas de bijoux. Elle n'essayait pas d'impressionner. Elle portait une simple robe en coton et avait attaché ses cheveux en arrière. Mais elle plia le tissu de sa grand-mère et le glissa dans son sac. Et elle prit le dossier marron contenant tous les documents. Puis elle prit un taxi pour la propriété familiale à Ikoyi. Alors que le taxi franchissait les grands portails et remontait la longue allée, Amara regarda le manoir où elle avait grandi. Une maison immense, magnifique, remplie de meubles coûteux, d'art et de tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais vide d'amour, vide de vérité. Le chauffeur de taxi la déposa devant l'entrée principale. « Voulez-vous que j'attende, madame ?» demanda-t-il, regardant nerveusement le manoir. « Non », répondit Amara en le payant. « Je ne resterai pas longtemps. » Elle sortit du taxi et resta immobile un instant, fixant la porte d'entrée. Elle pouvait sentir le poids du dossier dans sa main, le poids de la vérité, le poids du pouvoir. Mais plus que tout, elle pouvait sentir le poids du tissu de sa grand-mère dans son sac. Le poids de la sagesse, de l'héritage, de la force silencieuse transmise de génération en génération. Amara prit une profonde inspiration, et puis elle marcha jusqu'à la porte et sonna. La domestique ouvrit la porte, les yeux écarquillés de surprise en voyant Amara. « Ils vous attendent dans la salle à manger », dit la domestique doucement, presque avec pitié. Amara hocha la tête et entra. Tandis qu'elle parcourait les couloirs familiers, elle pouvait entendre des voix venant de la salle à manger. La voix d'Obiora, profonde et arrogante. La voix de Chidinma, aiguë et pleine de jugement. La voix de sa belle-mère, douce en surface, mais venimeuse en dessous. Et puis, elle entendit une autre voix, une voix qui ne s'était pas adressée à elle depuis 8 ans. La voix de son père. Amara s'arrêta devant la porte de la salle à manger, le dossier toujours à la main. Elle ferma les yeux un instant. « Maman » chuchota-t-elle, « donne-moi la force. » Puis elle ouvrit les yeux, redressa les épaules, et ouvrit la porte. Et quand elle entra dans cette pièce, le dossier marron à la main et la vérité dans le cœur, Amara Okonkwo n'attendait plus d'approbation. Elle exigeait le respect, et tout était sur le point de changer. La salle à manger du manoir Okonkwo était un spectacle d'opulence. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond, comme des gouttes de soleil capturées. La table en acajou brillait sous la lumière, polie au point qu'on pouvait y voir son reflet. Des chaises tapissées de velours entouraient la table, chacune coûtant plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Mais rien dans cet espace n'avait de chaleur. Rien ici n'avait d'âme. Amara entra dans la pièce, le dossier marron entre les mains, sa présence brisant la conversation animée qui avait lieu. Sa belle-mère, Ifeoma, était assise en bout de table, portant un gelé élaboré de tissu bleu roi et or. Des bijoux scintillaient à son cou, ses poignets, ses doigts, chaque pièce hurlant la richesse. À côté d'elle se trouvait Chidi, le frère aîné d'Amara. Son costume était parfaitement coupé, sa Rolex captant la lumière à chaque mouvement de poignet. Ngozi, sa jeune sœur, les cheveux en box braid parfaitement réalisés, des ongles en amande peints en rouge sang, un sac de créateur posé nonchalamment sur la chaise à côté d'elle, comme si de rien n'était. Ils cessèrent tous de parler quand Amara entra. Pendant un instant, le silence s'étira comme du verre sur le point de se briser. Puis Ifeoma sourit. C'était le genre de sourire qu'un serpent affiche avant d'attaquer. « Ah, Amara !» dit-elle, la voix douce comme du miel empoisonné. « Tu es venue. Quelle surprise !» Chidi rit, un son rauque dénué d'humour. « En effet, dit-il, je pensais que tu serais trop occupée avec ta petite boutique pour te joindre à nous. » Amara ne répondit pas. Elle marcha simplement jusqu'à la table et posa le dossier marron sur la surface polie. Le bruit résonna comme un coup de feu. Ngozi regarda le dossier, puis Amara, plissant les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Des documents, » dit Amara calmement. Sa voix était ferme, aucun tremblement, aucune hésitation. Des documents qui montrent exactement où est passé l'argent de la Okonkwo Holdings ces 3 dernières années. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément.
Ifeoma se redressa sur sa chaise, son sourire vacillant. « De quoi parles-tu » exigea-t-elle. Amara ouvrit le dossier lentement, délibérément. Elle sortit la première feuille et la fit glisser sur la table vers sa belle-mère. « Je parle, » dit Amara, « de 3 millions de naira transférés sur un compte offshore au nom de Chidi. Je parle de contrats fictifs d'une valeur de 5 millions de naira signés par Ngozi pour des entreprises qui n'existent pas. Je parle du détournement systématique des fonds de mon père par les membres de sa propre famille. » Chidi se leva si vite que sa chaise faillit basculer en arrière. « C'est ridicule !» grogna-t-il. « Tu n'as pas le droit. »« J'ai tous les droits !» l'interrompit Amara, sa voix coupant la sienne comme une lame. « Parce que contrairement à vous, je me soucie vraiment de l'héritage de mon père. Contrairement à vous, je ne suis pas ici pour le saigner jusqu'au dernier naira. » Ngozi éclata d'un rire fort et méprisant. « Toi ?» se moqua-t-elle. « Tu te soucies de papa? La femme qui se montre à peine au dîner de famille? La femme qui se cache dans sa petite boutique de tissus comme si elle valait mieux que nous? » « Je me cache, » dit Amara calmement. « Parce qu'à chaque fois que je viens ici, vous me rappelez que je ne suis pas la bienvenue. Chaque fois que je franchis ce portail, vous me traitez comme la saleté sous vos ongles vernis. » Ifeoma claqua sa main sur la table, le bruit faisant tressaillir Amara. « Tu oublies ta place » siffla-t-elle. « Tu oublies qui t'a permis de garder cette petite boutique pathétique. Tu oublies qui t'a donné l'éducation que tu as, les vêtements que tu portes sur le dos. »« Je n'oublie rien » dit Amara, et cette fois sa voix s'éleva, gagnant en force. « Je me souviens de tout. Je me souviens d'avoir eu 9 ans et de vous avoir entendu traiter ma mère de vendeuse de marché comme si c'était une insulte. Je me souviens d'avoir eu 15 ans et d'avoir été écarté des photos de famille parce que je ne correspondais pas à votre image. Je me souviens de chaque insulte, de chaque regard de mépris, de chaque fois que vous m'avez fait sentir que j'étais moins que rien. » Sa voix se brisa, mais elle ne s'arrêta pas. « Et maintenant, » continua-t-elle, « vous venez me demander de l'argent pour la fête d'anniversaire de mon père. Pas parce que vous me respectez, pas parce que vous vous souciez de moi, mais parce que vous avez dépensé tellement de son argent pour vos propres vies vides que vous n'en avez plus assez pour financer vos propres prétentions. » Ngozi se leva, le visage tordu par la colère. « Comment oses-tu »« J'ose, » dit Amara, sa voix désormais comme de l'acier trempé. « Parce que je n'ai plus peur de vous. Je n'ai plus besoin de votre approbation. Et je ne vous donnerai certainement pas un centime de ma sueur pour financer une autre de vos performances vides. » Ifeoma se leva également, le corps raidi par l'indignation. « Tu es une ingrate, » dit-elle, chaque mot dégoulinant de venin. « Après tout ce que cette famille a fait pour toi, après tout ce que ton père a fait pour toi, et tu restes là à nous accuser, à nous insulter, agissant comme si tu valais mieux que nous. Je ne pense pas valoir mieux que vous, » dit Amara calmement. « Je pense simplement ne plus valoir moins. » Ifeoma fit un pas vers elle, son doigt pointé comme une arme. « Tu es une ordure, » siffla-t-elle. « Une ordure ingrate qui ne mérite pas le nom d'Okonkwo. Ta mère était une ordure, et tu es exactement comme elle. Pauvre, désespérée, indigne. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Amara ressentit les mots comme des coups physiques, chacun atterrissant sur sa poitrine, dans ses os, aux endroits où elle gardait encore de vieilles blessures qui n'avaient jamais vraiment cicatrisé. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, elle ne baissa pas la tête. Elle regarda la porte au fond de la pièce. La porte qui menait au bureau de son père à l'étage. Elle attendit. Elle attendit le bruit de pas. Elle attendit la voix grave qui dirait « Ça suffit ». Elle attendit l'homme qui l'avait élevée, qui était censé l'aimer, pour qu'enfin, il prenne sa défense. Mais il n'y eut pas de pas, il n'y eut pas de voix. Il n'y eut rien d'autre que le silence. Et dans ce silence, quelque chose se brisa en Amara. Pas de la manière qu'il voulait, pas dans le désespoir ou la honte, mais dans la libération. Elle ferma les yeux un bref instant, prit une profonde inspiration. Quand elle les rouvrit, sa décision était prise. Amara plongea la main dans la poche de sa jupe et en sortit quelque chose de petit et rond, enveloppé dans un tissu blanc. Elle déplia lentement le tissu, révélant 4 morceaux de noix de cola rouge-brun. Ngozi fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Chidi fit un pas en arrière, les yeux écarquillés. Parce qu'il savait. Ifeoma savait aussi. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Amara posa la noix de cola sur la table, bien au centre, là où tout le monde pouvait la voir. « Chez mon peuple » dit Amara calmement,
sa voix résonnant dans la pièce. La noix de cola est sacrée. Elle est offerte aux invités comme un symbole de paix, de bienvenue, de communauté. Elle marqua une pause, ses yeux parcourant chaque visage autour de la table. Mais elle peut aussi être utilisée, poursuivit-elle, pour rompre des liens, pour officialiser la fin d'une relation, pour déclarer, devant témoins, que le lien entre les personnes est coupé. Ifeoma retrouva sa voix, mais elle ne fut qu'un murmure. « Tu n'oserais pas ?»« Oh que si, » dit Amara. Elle prit l'un des morceaux de noix de cola et le leva au-dessus de sa tête. « Moi, Amara Okonkwo, » dit-elle d'une voix claire et ferme, fille du chef Chukwudi Okonkwo et d'Adaez, la femme du marché que vous avez méprisée, je déclare devant ces témoins que je ne cherche plus ma place dans cette famille. Ngozi fit un pas en avant. Amara, arrête ça. Je ne cherche plus votre approbation, poursuivit Amara, sa voix gagnant en puissance. Je ne cherche plus votre amour. Je ne cherche plus rien venant de vous, car vous m'avez montré à maintes reprises que vous n'avez rien de valeur à m'offrir. Elle brisa le premier morceau de noix de cola en deux. Le bruit du craquement résonna dans la pièce comme un os qui se brise. Chidi recula d'un pas, le visage pâle. « Vous pouvez garder votre richesse, » dit Amara en brisant le deuxième morceau. « Vous pouvez garder vos bijoux, vos voitures et vos vêtements coûteux. » Elle brisa le troisième morceau. « Vous pouvez garder vos dîners, vos fêtes et vos performances vides. » Elle tint le quatrième morceau, le dernier, dans sa main. « Mais vous n'aurez plus jamais ma dignité. Vous n'aurez plus jamais mon respect. Et vous n'aurez plus jamais, jamais le pouvoir de me faire sentir petite. » Elle brisa le dernier morceau. Et avec ce craquement final, 8 ans de douleur, 8 ans d'humiliation, 8 ans d'espoir silencieux qu'un jour il la voit, l'aime, l'accepte. Tout cela s'envola. Amara remit les morceaux brisés de la noix de cola dans le tissu blanc. « Cette cérémonie est terminée, » dit-elle calmement. « Les liens sont coupés. Je ne suis plus votre famille, et vous n'êtes plus la mienne. » Ifeoma tremblait de rage, son visage étant un masque de haine pure. « Tu vas le regretter, » siffla-t-elle. « Tu reviendras en rampant, en implorant le pardon, et nous te rirons au nez. »« Non, » dit simplement Amara. « Je ne reviendrai pas. » Elle prit le dossier sur la table, laissant derrière elle les morceaux brisés de la noix de cola. « Gardez les documents, » dit-elle. « Ou pas, peu m'importe, j'ai des copies. Et si mon père demande un jour où est passé son argent, j'aurai des réponses pour lui. » Elle se tourna pour partir. « Amara !» La voix de Ngozi l'arrêta sur le pas de la porte. En se retournant, Amara vit des larmes dans les yeux de sa sœur. Pour la première fois depuis des années, quelque chose qui semblait réel sur le visage parfaitement maquillé de Ngozi. « S'il te plaît, » chuchota Ngozi. « Ne fais pas ça. Nous sommes ta famille. Nous sommes tout ce que tu as. » Amara la regarda un long moment. Puis elle sourit. C'était un sourire triste, mais empreint de paix. « Non, » dit-elle calmement. « Vous ne l'êtes pas. J'ai le souvenir de ma mère. J'ai la sagesse de ma grand-mère. J'ai mon propre travail, bâti de mes propres mains. J'ai ma dignité. Et je m'aime moi-même. » Elle marqua une pause. « Et ça, » dit-elle, « c'est plus que vous ne m'avez jamais donné. » Amara quitta la salle à manger, le pas ferme sur le sol en marbre. Elle ne se retourna pas. Elle n'hésita pas. Pour la première fois en 8 ans, Amara Okonkwo traversa ce manoir la tête haute. Et alors qu'elle traversait le hall d'entrée et franchissait la porte principale, elle ne vit pas la silhouette immobile à la fenêtre de l'étage. Le chef Chukwudi Okonkwo était là, dans l'ombre de son bureau, regardant sa fille descendre les marches en marbre du manoir. Il avait tout entendu, chaque mot, chaque accusation, chaque instant de son propre silence. Et il avait vu quand Amara avait accompli la cérémonie de la noix de cola, quand elle avait brisé ses liens sacrés, quand elle était sortie de cette pièce avec la dignité qu'elle avait toujours eue, mais qu'il refusait de voir. Une larme solitaire coula sur le visage du vieil homme. Son pouce vint l'accueillir avant qu'elle ne tombe. « Maintenant tu es prête, ma fille » chuchota-t-il à la fenêtre vide, sa voix si basse que personne d'autre que lui ne pouvait l'entendre. « Maintenant, tu es enfin prête. » Mais Amara n'entendit pas ces mots. Elle franchissait le portail, quittant la propriété, quittant tout ce qu'elle avait connu, vers quelque chose qu'elle ne voyait pas encore. Vers un avenir qu'elle construirait seule. Et alors qu'elle disparaissait dans la nuit de Lagos, les lumières de la ville scintillant autour d'elle comme des étoiles déchues, une chose était claire. Amara Okonkwo n'attendait plus la permission d'exister.
Elle n'attendait plus d'approbation pour avoir de la valeur. Elle s'était libérée, et rien ne serait plus jamais pareil. 3 semaines passèrent. 3 semaines depuis la cérémonie de la noix de cola. 3 semaines depuis qu'Amara avait coupé les ponts avec la famille Okonkwo. Durant ces 3 semaines, elle ne reçut aucun appel. Aucun message. Pas un mot de son père, de ses frères, de sa belle-mère. C'était comme si elle avait simplement cessé d'exister pour eux. Et étrangement, cela ne faisait pas mal comme elle s'y attendait. En fait, cela ne faisait presque pas mal du tout. Amara était dans sa boutique de tissus, rangeant une nouvelle cargaison d'Ankara arrivée du Ghana. Les motifs étaient vibrants, des rouges profonds, des jaunes dorés, des bleus qui rappelaient l'océan à l'aube. Elle passa ses doigts sur le tissu, sentant la qualité, la texture. C'était réel. C'était à elle. La porte de la boutique s'ouvrit, la clochette au-dessus tintant doucement. Amara ne leva pas les yeux immédiatement. Elle avait l'habitude des clients qui entraient et sortaient. « Je suis à vous dans un instant », lança-t-elle. « Rien ne presse », dit une voix. Et Amara se figea. Car elle connaissait cette voix. Cette voix grave qu'elle n'avait pas entendue s'adresser directement à elle depuis 8 longues années. Lentement, très lentement, elle leva les yeux. Et là, debout à l'entrée de sa petite boutique de tissus, vêtue d'un agbada traditionnel d'un blanc immaculé, se tenait son père. Le chef Chukwudi Okonkwo était venu à elle. Et tout était sur le point de changer. Amara ne parvenait pas à parler. Sa gorge était nouée. Ses mains, qui pliaient un tissu bleu indigo quelques instants plus tôt, restèrent suspendues en l'air. 8 ans. 8 ans depuis qu'il avait prononcé son nom. 8 ans depuis qu'il l'avait regardé dans les yeux. 8 ans d'un silence qui faisait plus mal que n'importe quelle parole cruelle que sa belle-mère ou ses frères avaient pu prononcer. Parce que c'était son père. Et son silence avait été la validation ultime de tout ce qu'il disait sur elle. Qu'elle était une honte. Qu'elle était indigne. Qu'elle n'était rien. Le chef Chukwudi entra dans la boutique. Ses pas mesurés, ses yeux balayant le petit espace avec la même intensité calculée qu'il avait toujours eue. C'était un homme qui ne ratait aucun détail, qui observait tout, qui jugeait tout le monde avant de parler. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il en désignant la seule chaise en bois près du comptoir. Amara hocha la tête, toujours sans voix. Il s'assit, ses mains reposant sur le pommeau de sa canne traditionnelle. Il n'avait pas besoin de canne pour marcher. C'était un symbole, une marque de statut, d'autorité, de pouvoir. Le genre de pouvoir auquel elle avait renoncé 3 semaines plus tôt en brisant la noix de cola devant toute la famille. Ils restèrent silencieux un long moment. Le seul bruit était la circulation lointaine de Lagos, le tintement occasionnel de la clochette quand quelqu'un passait devant la porte, le bourdonnement du ventilateur de plafond au-dessus d'eux. Finalement, le chef Chukwudi parla. « Il y a 3 semaines, tu as fait quelque chose que je n'attendais pas. » Amara retrouva sa voix, bien qu'elle sortît plus faible qu'elle ne le voulait. « J'ai coupé les ponts avec la famille. Je pensais que c'était ce que tout le monde voulait. »« Non !» dit-il. Et il y avait quelque chose dans sa voix qu'elle ne parvenait pas à identifier. Ce n'était pas ce que tout le monde voulait. Elle le regarda, la confusion se mêlant à la vieille douleur dans sa poitrine. « Tu es resté silencieux quand elle m'a traité d'ingrate. Tu es resté silencieux quand ils m'ont humilié au mariage de Chidi. Tu es resté silencieux pendant 8 ans, père. Que devais-je penser d'autre ?» Le chef Chukwudi hocha lentement la tête, comme s'il pesait soigneusement ses mots. « Tu as raison. Je suis resté silencieux. Et il y avait une raison à cela. » Amara sentit un étau se resserrer autour de son cœur. Une partie d'elle ne voulait pas entendre. Une partie d'elle avait passé 8 ans à ériger des murs autour de son cœur pour se protéger précisément de cette conversation. Mais l'autre partie, celle qui était encore la petite fille qui s'asseyait autrefois sur les genoux de son père pour écouter les histoires de ses ancêtres, cette partie-là brûlait de comprendre. Quelle raison, chuchota-t-elle. Le chef Chukwudi la regarda et, pour la première fois en 8 ans, elle vit quelque chose dans ses yeux qui n'était pas de la froideur. C'était de la tristesse, et autre chose, de la fierté. « Ta grand-mère, commença-t-il, m'a fait faire une promesse avant de mourir. » Amara sentit les larmes lui piquer les yeux à la mention de sa grand-mère. La femme qui l'avait élevée. La femme dont elle gardait encore le pagne accroché derrière le comptoir de sa boutique. La femme qui lui avait chuchoté quelque chose à l'oreille aux funérailles de sa mère, quelque chose qui avait tout changé. Elle savait, poursuivit le chef Chukwudi, que ta mère venait d'un milieu modeste,
Elle savait que ma seconde épouse et ses enfants ne t'accepteraient jamais. Elle savait qu'ils te verraient comme une menace. Il marqua une pause, ses doigts se resserrant sur le pommeau de sa canne. Et elle savait que, lorsque je mourrais, ils essaieraient de tout te prendre. Amara déglutit difficilement. Alors elle a imaginé un test. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Un test. Quel genre de test ? Demanda Amara, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Le chef Chukwudi se pencha en avant. Elle a dit, « Chukwudi, quand je mourrai, tu garderas le silence. Tu laisseras ta famille montrer son vrai visage. Tu laisseras Amara marcher seule pendant un temps. Et si elle a la force de tenir debout sans ton approbation, sans ton argent, sans ton nom, alors elle aura prouvé qu'elle est digne de ce que je lui ai laissé. » Le monde d'Amara sembla basculer. « Quoi ? Ta grand-mère, » dit le chef Chukwudi. Et il y avait maintenant indéniablement de la fierté dans sa voix. « T'as laissé quelque chose qui vaut plus que tout ce que j'ai construit. » Mais elle savait que la richesse sans caractère est une malédiction. Elle savait que si je te donnais tout sans que tu aies éprouvé ta force, tu deviendrais comme eux. Il fit un geste vague en direction de la propriété familiale à Ikoyi. Avide, vide, dépendant de l'argent des autres pour définir leur valeur. Amara sentait maintenant les larmes couler sur son visage. Alors tu m'as laissé souffrir. Tu m'as laissé être humilié. Tu es resté silencieux pendant qu'il me traitait comme une moins que rien. Oui, dit-il simplement. Et chaque instant m'a fait plus mal que tu ne le sauras jamais. Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot, et Amara réalisa, avec stupeur, qu'il luttait lui aussi contre ses émotions. Mais j'avais promis à ma mère. Et je t'ai observé, Amara. Je t'ai vu bâtir cette entreprise à partir de rien. Je t'ai vu aider les gens de ton quartier. Je t'ai vu garder vivante la dignité de ta mère à travers ton travail. Je t'ai vu porter le pagne de ta grand-mère comme un honneur, pas comme une honte. Il se leva lentement, sa présence remplissant le petit espace. Et puis, il y a 3 semaines, je t'ai vu faire la chose la plus courageuse que j'ai jamais vu quelqu'un de ma famille faire. Amara le regarda à travers ses larmes. Je t'ai vu partir. Je t'ai vu briser la noix de cola et couper les ponts, non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu connaissais enfin ta valeur. Tu as choisi ta dignité plutôt que des milliards de Naira. Tu t'es choisi toi-même plutôt que leur approbation. Il plongea la main dans son agbada et en sortit une enveloppe. Une enveloppe scellée avec le cachet de cire qu'Amara reconnut immédiatement. Le sceau de sa grand-mère. Elle m'a fait promettre de ne te donner ceci que lorsque tu aurais prouvé que tu n'en avais pas besoin. Quand tu aurais prouvé que ta valeur venait de l'intérieur, pas de l'extérieur. Il lui tendit l'enveloppe. Les mains d'Amara tremblaient lorsqu'elle la prit. Qu'est-ce que c'est ? La vérité, dit le chef Chukwudi. Sur ce que ta grand-mère t'a laissé. Sur ce qu'elle voulait que tu saches. Sur qui tu es vraiment dans la lignée de cette famille. Amara regarda l'enveloppe, sentant son poids dans ses mains. Ce n'était pas juste du papier. C'était hors des années de questions, des années de douleur, des années à se demander si elle était vraiment tout ce qu'il disait qu'elle était. Il y a un proverbe, dit doucement le chef Chukwudi, que ta grand-mère a toujours aimé. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse glorifieront toujours le chasseur. Il croisa le regard d'Amara. Pendant 8 ans, ta belle-mère et tes frères ont raconté l'histoire de cette famille. Ils ont été les chasseurs, et ils se sont glorifiés. Mais maintenant, ma fille, il est temps pour le lion de parler. Amara sentit quelque chose se briser en elle. Pas de la mauvaise manière dont cela s'était brisé tant de fois auparavant, mais de la manière dont quelque chose doit se briser pour que quelque chose de nouveau puisse pousser. Comme une graine qui s'ouvre, comme un oiseau qui brise sa coquille, comme une femme réalisant enfin qu'elle n'a jamais été le problème. « Pourquoi maintenant ?» chuchota-t-elle. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» Le chef Chukwudi posa une main sur son épaule, la première fois qu'il l'a touchée en 8 ans. « Parce que le test est terminé, et tu as réussi. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. « Demain, dit-il, je ferai une déclaration publique, lors de mon 60e anniversaire, que tes frères sont si enthousiastes à l'idée d'organiser. Je dirai à la famille, et à tous ceux qui comptent à Lagos, la vérité sur le testament de ta grand-mère, ce qu'elle t'a laissé, et pourquoi tu es la seule à en être digne. » Amara le regarda, le cœur battant. « Et tes frères, poursuivit-il, une pointe d'acier perçant soudain sa voix, apprendront ce qu'ils ont perdu en choisissant l'avidité plutôt que le caractère, en choisissant de t'humilier au lieu de t'honorer. » Il ouvrit la porte, la clochette tintant doucement. « Lisse la lettre, Amara. Et demain, viens à la fête.
Pas comme la fille à oublier, mais comme celle que tu as toujours été. Qu'est-ce que c'est? Demanda Amara. Le chef Chukwudi sourit. Un vrai sourire, sincère, qui atteignit ses yeux pour la première fois depuis près d'une décennie. La véritable héritière. Et puis, il s'en alla. Amara resta seule dans sa boutique, l'enveloppe de sa grand-mère entre les mains, des larmes coulant sur son visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes provoquées par un sentiment qu'elle avait presque oublié. La validation. Elle regarda l'enveloppe, le seau de cire frappé du symbole de sa grand-mère. Un tisserand, complexe et fort, construisant quelque chose à partir de rien. Comme sa grand-mère avait bâti sa fortune. Comme sa mère avait bâti sa dignité. Comme Amara avait bâti sa vie. Lentement, avec révérence, elle brisa le seau. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de la main soignée de sa grand-mère. Et alors qu'Amara commençait à lire les premiers mots, elle sentit tout son univers basculer une fois de plus. « Ma chère Amara », commençait la lettre. « Si tu lis ceci, c'est que tu as prouvé ce que j'ai toujours su. Que tu possèdes la force de nos ancêtres. Que tu portes la sagesse des femmes qui t'ont précédé. Que tu es digne non seulement de la richesse que je te lègue, mais aussi du savoir sacré qui l'accompagne. » Amara poursuivit sa lecture, les mains tremblantes, ses larmes tachant les bords du papier. Et à chaque mot, elle comprenait. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il n'avait jamais été question d'argent. C'était une question d'héritage, une question de vocation. Il s'agissait de protéger les traditions et la sagesse de son peuple pour les générations futures. Sa grand-mère ne lui avait pas laissé qu'une richesse matérielle. Elle lui avait légué un appel spirituel, un rôle que seule une personne dotée d'un véritable caractère pouvait remplir. Et pendant 8 ans, sans le savoir, Amara s'y était préparée à travers chaque humiliation, chaque rejet, chaque moment où elle avait choisi la dignité plutôt que la colère. Elle avait été forgée, éprouvée, raffinée comme l'or par le feu. Et maintenant, enfin, elle comprenait pourquoi. La lettre se terminait par des instructions, précises, détaillées, sur ce qu'Amara devait faire, sur les personnes qu'elle devait rencontrer, sur le savoir qu'elle devait rechercher, et une dernière ligne qui fit s'emballer le cœur d'Amara. Demain, ton père révélera ta véritable place dans cette famille, et ceux qui t'ont rejeté apprendront qu'ils n'ont pas seulement méprisé une femme, mais la gardienne de tout ce qui compte vraiment. Amara plia soigneusement la lettre et la serra contre son cœur. Demain, sa famille apprendrait la vérité. Demain, les chasseurs découvriraient que le lion avait enfin son historien. Demain, tout changerait. Mais aujourd'hui, en cet instant, dans sa petite boutique de tissus qu'elle avait bâtie de ses propres mains, Amara Okonkwo s'autorisa enfin à ressentir quelque chose qu'elle s'était refusé pendant 8 longues années. Elle s'autorisa à sentir qu'elle avait sa place. Pas dans la propriété familiale d'Ikoyi. Pas au nom Okonkwo avec toute sa richesse et son pouvoir. Mais à quelque chose de plus grand. À une lignée de femmes fortes qui avaient transformé la douleur en vocation. Qui avaient transformé le rejet en résilience. Qui avaient transformé le néant en tout. Elle regarda le pagne de sa grand-mère accroché derrière le comptoir. « Merci, maman », murmura-t-elle. « Je comprends maintenant. » La clochette au-dessus de la porte tinta alors qu'un client entrait, et Amara essuya ses larmes, pliant la lettre et la rangeant en sécurité dans sa poche. Elle avait du travail, des gens à servir, des tissus à vendre, car c'est là, avait-elle appris, que résidait la véritable richesse. Pas dans les manoirs, les voitures ou les comptes en banque, mais dans le service rendu avec dignité, dans la construction avec intégrité, dans le fait d'honorer ceux qui nous ont précédés et d'ouvrir la voie à ceux qui suivront. Et demain, elle irait à la fête d'anniversaire de son père. Pas comme la fille honteuse qu'ils espéraient humilier, mais comme la femme que sa grand-mère avait toujours su qu'elle deviendrait. La véritable héritière, la gardienne de l'héritage, la lionne qui était enfin prête à rugir. Le matin du 60e anniversaire du chef Chukwudi Okonkwo se leva sur un ciel de Lagos peint de teintes or et cramoisi. Les couleurs anciennes, les couleurs des reines. Amara se réveilla avant le soleil, comme elle le faisait toujours les jours importants. Pas par nervosité, mais par révérence. Il y avait un rituel à accomplir. Dans sa modeste chambre, au-dessus de la boutique de tissus qui avait été son sanctuaire pendant 8 ans, Amara déplia soigneusement le pagne de sa grand-mère. Le tissu indigo, brodé de fils d'or qui racontait l'histoire de 7 générations de femmes Okonkwo.
Chaque symbole avait une signification. Chaque motif, une leçon. La tortue, pour la patience. Le léopard, pour la force dans la solitude. L'aigle, pour la vision au-delà de ce que les yeux ordinaires pouvaient voir. Sa grand-mère avait porté ce pagne le jour où elle était devenue la première femme de sa communauté à bâtir sa propre entreprise. Sa mère l'avait porté le jour où elle avait choisi l'amour plutôt que le rang social. Et aujourd'hui, Amara le portait le jour où elle se choisissait elle-même plutôt que l'approbation de tous. Elle enroula le tissu autour de son corps d'une main ferme. Elle ne tremblait pas. Plus maintenant. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle ne vit pas la femme qui avait été humiliée lors d'un mariage. Elle ne vit pas la fille rejetée, assise parmi les domestiques. Elle vit une reine. Pas la reine qu'il pensait qu'elle devait être, mais la reine qu'elle avait choisi de devenir. Le chauffeur qu'elle avait engagé pour la journée l'attendait dans la rue. Pas de voiture de luxe, pas d'étalage de richesse, un taxi ordinaire. Parce qu'elle n'avait plus besoin de mise en scène. La vérité était tissée dans chaque fil du pagne qu'elle portait. Le manoir Okonkwo à Ikoyi était métamorphosé. Des tentes blanches s'étendèrent dans les jardins comme des ailes de papillons. Des orchestres accordèrent leurs instruments. Des serveurs en uniforme impeccable circulaient avec des plateaux d'argent. Tout Lagos avait été invité. Politiciens, industriels, célébrités. 500 personnes venues pour voir et être vues. Quand Amara descendit du taxi au portail principal, l'agent de sécurité la reconnut à peine. Pas à cause de la modestie de la voiture, mais à cause de sa façon de marcher. Il y avait quelque chose de différent. Quelque chose qui poussait les gens à s'écarter instinctivement, lui ouvrant le passage. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Il est, tout simplement. Le premier à la voir fut son frère, Emeka. Il se tenait près de l'entrée, tenant une coupe de champagne hors de prix, riant d'une blague qui n'était probablement pas drôle. Quand ses yeux se posèrent sur le pagne bleu indigo, le verre faillit lui glisser des mains. Il connaissait ce tissu. Tous les Okonkwo le connaissaient. C'était le pagne de la grand-mère. Le symbole du matriarcat de la famille. Le vêtement que seule l'héritière spirituelle avait le droit de porter en public. Et Amara le portait comme si elle était née avec. La conversation autour d'Emeka mourut. Les gens commencèrent à se retourner. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. C'est elle? La fille qu'ils ont rejetée? Elle porte le pagne sacré de la famille? Comment ose-t-elle? Adaez, la sœur aînée, surgit d'un groupe d'invités, les yeux écarquillés par le choc et la fureur. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» siffla-t-elle en s'approchant rapidement. « Enlève ça immédiatement. Tu n'as pas le droit de porter le pagne de mamie. » Amara la regarda avec un calme bien plus troublant que n'importe quelle colère. « Je ne t'ai pas demandé la permission, » dit-elle doucement. « Et je ne compte pas le faire. »« Tu vas nous faire honte ici ?» Devant tout Lagos, la voix d'Adaez montait, hystérique. « Papa va avoir une attaque quand il te verra comme ça, à faire semblant d'être ce que tu ne seras jamais. »« Jamais !» Une voix grave fendit l'air comme un tonnerre lointain. Le chef Chukwudi Okonkwo se tenait en haut de l'escalier menant au jardin, seul, imposant, ses yeux fixés sur Amara. Le silence qui tomba fut absolu. 500 personnes arrêtèrent ce qu'elles faisaient. 500 personnes regardèrent le milliardaire fixer sa fille rejetée, portant le symbole le plus sacré de la famille. Il descendit les marches lentement, chaque pas délibéré, chaque mouvement mesuré. Amara ne bougea pas. Elle ne détourna pas le regard. Elle ne s'inclina pas. Quand il s'arrêta à 3 pas d'elle, le monde entier sembla retenir son souffle. Le chef Okonkwo regarda le pagne. Les broderies d'or, les symboles ancestraux tissés par des mains qui n'existaient plus. Et puis, pour la première fois en 8 ans, il sourit à sa fille. « Tu es venue, » dit-il. Pas une question. Une affirmation chargée de quelque chose qu'Amara ne parvenait pas à nommer. « Tu m'as invité, » répondit-elle. « C'est vrai. » Il acquiesça lentement. « Mais je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Pas après tout ça. »« Je suis venu pour mamie, » dit Amara d'une voix ferme. « Pas pour toi. Pas pour eux. » Elle fit un geste vague vers ses frères et sœurs qui observaient, bouche bée. « Je suis venu parce qu'elle aurait voulu que je sois là. Pour témoigner. » Témoigner de quoi? De la vérité. Le chef Okonkwo étudia le visage de sa fille un long moment. Puis, à la stupéfaction générale, il tendit le bras. « Alors viens, dit-il. Viens témoigner de la vérité avec moi. » Amara regarda le bras tendu.
Pendant 8 ans, elle avait rêvé de ce geste. Pendant 8 ans, elle avait désespérément souhaité que son père la touche, la reconnaisse, la valide. Mais plus maintenant. Pas comme ça. Je peux marcher seule, dit-elle doucement. Et quelque chose brilla dans les yeux du chef Okonkwo. Quelque chose comme de la fierté. Oui, murmura-t-il. Oui, tu le peux. Il n'insista pas. Au lieu de cela, il marcha à ses côtés, et ils montèrent tous deux les marches vers les jardins où la fête battait déjà son plein. Les gens s'écartèrent sur leur passage, pas par dédain, mais par un respect instinctif. Il y avait du pouvoir là. Pas le pouvoir de façade des riches, mais le vrai pouvoir. Le pouvoir qui vient du choix de la dignité plutôt que de l'approbation. La scène avait été montée au centre des jardins. Micro installé. Lumières en place. Tout était prêt pour le traditionnel discours d'anniversaire. Le chef Okonkwo monta sur scène. Seul. Amara resta au pied de l'escalier, observant. Attendant. Il ajusta le micro. Le son résonna dans les jardins, captant l'attention de toutes les personnes présentes. « Mes amis », commença-t-il, sa voix profonde, emplissant l'espace. « Merci d'être venus célébrer avec moi aujourd'hui. 60 ans, 6 décennies de vie, d'affaires, de famille, applaudissements polis, sourires cordiaux. Vous connaissez mon histoire. J'ai bâti un empire à partir de rien. J'ai fait d'Okonkwo Holdings l'une des plus grandes entreprises du Nigeria. Je suis père de 4 enfants. » Il marqua une pause, balayant la foule du regard, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur ses 3 aînés, regroupés près du bar, l'air mal à l'aise. « Ou du moins, poursuivit-il lentement, vous pensez connaître mon histoire. » Le ton changea. Quelque chose dans sa voix fit que les gens cessèrent de remuer leurs verres, cessèrent de parler. Il y a 8 ans, ma mère, la matriarche de cette famille, est décédée. Sur son lit de mort, elle m'a fait promettre une chose. Elle m'a demandé de tester mes enfants, pour découvrir lequel d'entre eux possédait un véritable caractère, lequel méritait le véritable héritage de la famille Okonkwo. Des murmures commencèrent à se répandre. Amara sentit son cœur s'accélérer. Ma mère était sage. Elle savait que la richesse sans caractère est une malédiction. Elle savait que le pouvoir sans intégrité détruit des familles entières. Alors, elle a conçu un test qui durerait des années. Un test qui révélerait la vraie nature de chacun de mes enfants. Il regarda directement Emeka, Adaeze et Chidi. Elle m'a ordonné de garder le silence, d'observer, de permettre à chacun de vous de montrer qui il était vraiment quand il pensait que personne d'important ne regardait. Adaeze devint pâle. Emeka semblait avoir reçu un coup. « Et vous l'avez montré », dit le chef Okonkwo, sa voix froide comme l'acier. « Oh, vous l'avez montré magnifiquement. » Il sortit une enveloppe de sa poche, un signe de tête à un assistant qui installa rapidement un écran de projection à côté de la scène. « Au cours des 3 dernières années, continua-t-il, mon entreprise a été systématiquement volée de l'intérieur. Contrats détournés, fonds disparus, documents falsifiés. » L'écran s'illumina. Chiffres, transactions, signatures. 2 millions de naira ici, 5 millions là. Au total, nous arrivons à près de 50 millions de naira détournés d'Okonkwo Holdings au cours des 36 derniers mois. Des hoquets de stupeur résonnèrent dans la foule. Emeka recula d'un pas, comme s'il pouvait disparaître. Les responsables, continua calmement le chef Okonkwo. Mes propres enfants. Emeka, Adaeze et Chidi. Chacun s'est cru assez malin pour me tromper. Chacun a cru qu'il méritait mon argent simplement parce qu'il existait. Chidi essaya de parler, mais aucun son ne sortit. « Vous m'avez volé !» tonna la voix du chef Okonkwo, la colère perçant enfin à travers le calme. « Et pourtant, vous avez eu l'audace de rejeter votre sœur, de l'humilier, de la traiter comme une ordure parce qu'elle a choisi l'honnêteté plutôt que l'avidité. » Il pointa du doigt Amara, qui était toujours au pied de la scène, immobile. « Cette femme que vous avez fait asseoir parmi les employés. Cette femme que vous avez insultée et rejetée pendant 8 ans. Cette femme a plus d'intégrité dans un seul ongle que vous tous dans vos corps entiers. » La foule se tourna pour regarder Amara, mais pas avec mépris, avec admiration, avec respect. « Ma mère a laissé des instructions spécifiques, » dit le chef Okonkwo, sa voix s'adoucissant. « Le véritable héritage de la famille Okonkwo, l'héritage spirituel, l'autorité sur les traditions et les affaires culturelles de la famille,
ne serait pas donné au fils aîné, pas au plus riche, pas au plus puissant. Il descendit de l'estrade, marcha directement vers Amara. Il serait donné à celui qui prouverait avoir le caractère pour le refuser. Amara sentit les larmes lui brûler les yeux, pas de tristesse, mais de compréhension arrivant enfin. « Ma mère savait, dit-il doucement, ne parlant plus que pour elle, bien que le micro portât encore ces mots à tous. Elle savait que la vraie richesse ne se mesure pas en éras ou en propriété. Elle se mesure en choix, en dignité, en la force de marcher seul quand tous les autres t'abandonnent. » Il sortit un petit sac de velours de sa poche, l'ouvrit. À l'intérieur, une noix de cola entière, pas cassée, pas divisée. Dans la culture Igbo, une noix de cola entière offerte est le plus grand symbole de respect, d'égalité, de reconnaissance entre pairs. Il y a 3 semaines, dit-il, tu as accompli la cérémonie de rupture des liens à la porte de cette maison. Tu as offert la noix de cola pour formaliser la séparation. J'ai regardé depuis la fenêtre, et j'ai vu une femme qui avait enfin trouvé sa force. Il lui tendit la noix. Aujourd'hui, je t'offre cette noix de cola en retour, pas pour te demander de revenir dans cette famille, mais pour reconnaître que tu n'as jamais eu besoin d'elle. Tu as toujours été complète par toi-même. Amara regarda la noix, son père, ses frères qui l'avaient rejeté et qui ressemblaient maintenant à des statues de sel. L'enfant qui se lave les mains peut manger avec les anciens, dit-elle doucement, citant le proverbe que sa grand-mère aimait tant. Le chef Okonkwo sourit, un vrai sourire, le premier qu'elle voyait depuis des années. Et tu t'es lavé les mains, ma fille. Tu les as lavées jusqu'à ce qu'elles soient plus propres que n'importe qui d'autre parmi nous n'aurait jamais pu l'avoir. Il se tourna vers la foule, sa voix résonnant à nouveau dans les jardins. J'annonce ici, devant vous tous, qu'Amara Okonkwo est la seule héritière de l'héritage spirituel de la famille Okonkwo. Elle est la gardienne des traditions, la porteuse du pagne sacré, la véritable successeur de ma mère. Des applaudissements éclatèrent. Pas les applaudissements polis d'avant, mais des applaudissements sincères, admiratifs. Et puis, le chef Okonkwo prononça les mots qu'Amara n'aurait jamais imaginé entendre. « Je ne m'attendais vraiment pas à ça de ta part. » Elle cligna des yeux. « Quoi ? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois assez forte pour t'éloigner de milliards, » dit-il, la voix pleine d'admiration et de quelque chose ressemblant à de l'étonnement. J'ai offert le silence. J'ai permis la cruauté. Je t'ai laissé souffrir parce que j'avais besoin de savoir si tu abandonnerais, si tu craquerais, si tu supplierais pour être accepté comme tes frères ont supplié pour de l'argent. Il secoua la tête lentement. Mais tu n'as rien fait de tout cela. Tu as construit ta propre vie. Tu as trouvé ta propre force. Et quand tu as finalement eu l'occasion de me punir, de nous punir tous en coupant les ponts, tu l'as fait avec dignité, sans vengeance, sans cruauté, en te choisissant simplement toi-même. Il posa sa main sur son épaule. Le premier contact en 8 ans. Cela, dit-il doucement, c'est quelque chose que je n'attendais absolument pas. Et cela prouve que tu es la seule digne de tout ce que ma mère a prévu pour toi. Amara sentit enfin les larmes couler. Ce n'étaient ni pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de libération. Pendant 8 ans, elle avait porté la douleur du rejet. Pendant 8 ans, elle s'était demandé ce qui n'allait pas chez elle. Pourquoi elle n'était pas aimée? Pourquoi elle ne suffisait pas? Et maintenant, elle comprenait. Il n'y avait rien qui clochait chez elle. Jamais. L'erreur était de chercher la validation auprès de personnes qui n'avaient pas le caractère pour la donner. « J'accepte l'héritage de grand-mère, » dit-elle, la voix claire et ferme. « Pas parce que tu me l'offres maintenant, mais parce que j'en ai toujours été digne. J'avais juste besoin de temps pour y croire. » Le chef Okonkwo acquiesça. « Et cela, ma fille, est la leçon la plus importante de toutes. » Il se tourna vers Emeka, Adaez et Shidi, qui semblaient avoir rétréci. « Quant à vous 3, dit-il froidement, vous avez 1 semaine pour rendre chaque naira que vous avez volé. Et ensuite, vous allez construire vos propres vies, avec votre propre travail, car il n'y a plus d'héritage matériel qui vous attend. Je lègue tout à des œuvres de charité. » Le choc sur leur visage aurait été comique s'il n'avait pas été aussi tragique. Mais le pagne, l'héritage spirituel, commença Adaez, désespéré. « Il appartient à qui il aurait toujours dû appartenir, » déclara le chef Okonkwo. À la seule qui a prouvé qu'elle n'en avait pas besoin pour être qui elle est. Il tendit à nouveau le bras vers Amara. Cette fois, ce n'était pas une demande. C'était une invitation entre égaux. « Viens, dit-il.
Laisse-moi te présenter à Lagos, non pas comme ma fille honteuse, mais comme l'héritière que tu as toujours été. » Amara regarda le bras tendu. Elle regarda ses frères et sœurs qui l'avaient rejeté. Elle regarda les 500 invités qui la voyaient maintenant d'un œil complètement différent. Et alors, elle fit quelque chose qui la surprit elle-même. Elle sourit. Pas un sourire de victoire. Pas un sourire de vengeance. Un sourire de paix. « Non, papa, » dit-elle doucement. « Je n'ai besoin que tu me présentes à personne. Je n'ai pas besoin de ta validation, ni de la validation de Lagos. » Elle fit un pas en arrière. « Je suis venue ici aujourd'hui pour témoigner de la vérité, comme je l'ai dit. Et j'ai témoigné. Mais je ne reste pas pour la fête. J'ai une vie à vivre. Une vie que j'ai construite de mes propres mains. Une vie qui n'a besoin de l'approbation de personne. » Elle toucha le pagne qu'elle portait, sentant les fils d'or sous ses doigts. « J'accepte l'héritage de grand-mère. J'honorerai les traditions. Je porterai les responsabilités qui accompagnent ce symbole. Mais je le ferai à mon propre rythme, à ma propre manière. Pas parce que tu m'en as enfin donné la permission, mais parce que j'en ai toujours eu le droit. » Le chef Okonkwo la regarda longuement. Et puis, à la stupéfaction de tous, il se mit à rire. Pas un rire de moquerie, mais un rire de pure joie. « Tu es exactement comme elle, » dit-il, les yeux brillants. « Exactement comme ma mère, têtue, fière, inébranlable. » Il plaça sa main sur son cœur, faisant la révérence traditionnelle Igbo de respect entre égaux. « Va donc, héritière, va vivre ta vie, mais sache que tu auras toujours une place ici. Pas la place qu'ils ont essayé de te donner, mais la place que tu mérites. » Amara rendit la révérence, parfaitement, gracieusement. Et puis elle se retourna et repartit à travers les jardins, fendant la foule de spectateurs stupéfaits, franchit le portail principal pour retourner au taxi qui attendait. Derrière elle, elle pouvait entendre les éclats de conversation, le chaos des explications, le début des conséquences que ses frères et sœurs allaient affronter. Mais elle ne regarda pas en arrière. Ce n'était pas nécessaire. Ce chapitre était clos. Pas avec colère, pas avec amertume, mais avec la compréhension claire qu'elle n'avait jamais appartenu à ce monde. Elle s'appartenait à elle-même. Alors que le taxi s'éloignait du manoir, Amara regarda par la fenêtre Lagos défiler autour d'elle. Des millions de personnes vivant leur vie, chacune avec ses propres luttes, ses propres rejets, ses propres moments de choix entre approbation et dignité. Elle pensa à sa grand-mère qui avait créé cette épreuve élaborée, qui avait vu, même sur son lit de mort, exactement qui chacun de ses petits-enfants deviendrait. Et elle pensa aux paroles de son père. « Je n'attendais vraiment pas ça de toi. » Elle sourit à son reflet dans la vitre. Peut-être que personne ne s'y attendait, mais il n'a jamais été question de ce que les autres attendaient. Il était question de ce qu'elle choisissait de devenir. De retour dans la boutique de tissus, Amara accrocha soigneusement le pagne de sa grand-mère à sa place spéciale. Elle traça les broderies d'or du bout des doigts. La tortue pour la patience. Le léopard pour la force dans la solitude. L'aigle pour la vision au-delà de ce que les yeux ordinaires pouvaient en voir. Elle avait appris toutes les leçons. Et maintenant, elle porterait ces leçons plus loin. Pas seulement pour elle-même, mais pour toutes les femmes qui viendraient après elle. Pour chaque fille rejetée qui avait besoin d'entendre que sa valeur ne dépendait pas de l'acceptation familiale. Pour chaque femme assise parmi les domestiques qui méritait une place à la table principale. Pour chaque âme se demandant si elle avait assez de force pour marcher seule. La réponse était toujours oui. Tu as toujours eu la force. Tu avais juste besoin de temps pour y croire. 3 mois plus tard, Amara a ouvert une deuxième boutique. Cette fois, non par nécessité, mais par choix. Elle a utilisé une partie du fonds fiduciaire que sa grand-mère avait laissé. Ce fonds que son père avait protégé toutes ces années, non pas pour acheter une approbation, mais pour créer des opportunités. Des opportunités pour que des jeunes femmes apprennent l'art du tissage. Pour que des artisanes traditionnelles trouvent des débouchés pour leur création. Pour que les maîtres de la culture préservent les histoires tissées dans chaque motif. Elle n'a pas appelé ça de la charité. Elle a appelé ça un héritage. Et quand les gens l'interrogeaient sur sa famille, sur la réconciliation avec son père milliardaire, sur ses frères qui avaient été publiquement humiliés, elle se contentait de sourire. « Ma famille, disait-elle, ce sont les femmes qui tissent des histoires dans les étoffes. Ce sont les grands-mères qui gardent les proverbes comme des trésors.
Ce sont toutes ces personnes qui choisissent le caractère plutôt que la facilité. Ce n'était pas la réponse qu'ils attendaient, mais c'était la vérité. Et Amara avait appris que vivre dans la vérité était la seule liberté réelle. Le chef Okonkwo venait parfois lui rendre visite. Non plus comme le père qui rejetait, mais comme un homme apprenant à respecter la fille qu'il avait sous-estimée. Ils buvèrent du thé, ils parlaient affaires. Il lui demandait des conseils sur la préservation culturelle. Elle les lui donnait. Pas parce qu'elle avait besoin de son approbation, mais parce qu'elle choisissait d'offrir sa sagesse. Il y avait de la guérison là-dedans. Pas celle qui efface le passé, mais celle qui consiste à construire quelque chose de nouveau sur les décombres de ce qui a été brisé. Et cela, Amara l'a réalisé, était la véritable signification du pagne de sa grand-mère. Il n'était pas question de statut. Il n'était pas question de pouvoir matériel. C'était la capacité d'être brisé et de choisir comment se reconstruire. C'était d'être rejeté et de choisir de se définir soi-même. C'était d'être mis à l'épreuve et d'en ressortir non pas amer, mais meilleur. Par les nuits tranquilles, quand la boutique était fermée et que Lagos chuchotait ses histoires au dehors, Amara se surprenait parfois à repenser au moment où tout avait basculé. Ce n'était pas le discours de son père. Ce n'était pas la reconnaissance publique. Ce n'était pas l'exposition de ses frères. C'était la cérémonie de la noix de cola. Le moment où elle a choisi de se libérer. Ce fut le véritable tournant. Quand elle a cessé d'attendre que les autres lui donnent de la valeur et qu'elle a commencé à l'affirmer par elle-même. Tout ce qui a suivi n'était que la confirmation de ce qu'elle savait déjà. Elle était digne. Elle l'avait toujours été. Et c'est peut-être la leçon la plus importante pour quiconque s'est déjà senti rejeté, mal aimé, pas à la hauteur. Votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne peuvent pas la voir. Elle n'est pas diminuée par ceux qui choisissent de ne pas la reconnaître. Elle ne dépend pas d'une validation extérieure. Vous êtes digne parce que vous existez. Parce que vous choisissez l'intégrité. Parce que vous vous levez chaque matin et choisissez d'être vous-même, même quand personne n'applaudit. Surtout quand personne n'applaudit. Parce qu'au final, les seules mains que vous avez vraiment besoin de laver sont les vôtres. Et quand elles sont propres, vous pouvez manger avec les anciens. Ou vous pouvez choisir de manger seul, à votre propre table, avec votre propre dignité. Les deux sont dignes. Les deux sont puissants. Le choix vous a toujours appartenu. Tout comme la couronne a toujours appartenu à Amara. Elle avait juste besoin d'apprendre à la porter. Et maintenant qu'elle a appris, personne ne pourra jamais la lui enlever. Pas même ce père milliardaire qui a finalement prononcé les mots qu'elle pensait avoir besoin d'entendre. Parce qu'au final, les seuls mots qui comptaient étaient ceux qu'elle se disait à elle-même. Je suis digne. Je suis à la hauteur. Je suis libre. Et cela, en fin de compte, valait plus que tout ce qu'un héritage de plusieurs milliards pouvait acheter. C'était le véritable héritage. La vraie richesse, la vraie liberté. Et c'était à elle. Complètement à elle. Pour toujours.